Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Voici les titres de l'actualité de cette édition. Tout d'abord, la course aux cadeaux de Noël, une semaine après la réouverture des commerces avec de nouvelles normes sanitaires. Les achats de Noël battent leur plein, vous allez le voir, exemple à Saint-Étienne dans un instant. Le marché de Noël en ligne. Nous ne pourrons pas aller sur les marchés cette année pour faire nos courses. Qu'à cela ne tienne, dans les Yvelines, il vient à vous, le marché en ligne est une nouvelle façon de consommer. Et puis la crise donne des idées à certains, c'est le cas d'un vigneron de la région girondine. Il a appelé sa cuvée Test Covid, à boire avec modération et à voir si elle est bonne en fin de journal. Nous nous rendrons également à Monaco qui fêtait sa fête nationale, une fête nationale un peu particulière. Nous retrouverons la famille princière aux premières loges de cette fête nationale monégasque. Voilà, nous attendions tous ce moment avec grande impatience. Après la réouverture des commerces la semaine dernière, les courses de Noël battent leur plein. Des magasins qui peuvent exceptionnellement ouvrir leurs portes jusqu'à 21h. Exemple à Saint-Étienne avec les équipes de TL7 sur place. Regardez. Des jeux de société et puis une petite caisse enregistreuse pour jouer à la marchande à la maison, quoi. Ça y est, le compte à rebours est lancé, les cadeaux arrivent. Ah bah c'est ça, dans un mois, ouais. Il faut aller vite pour faire tout ce qu'il faut comme course pour Noël, ouais. Samedi, le lien s'est renoué entre les commerçants et les clients, les derniers échanges datés d'il y a presque un mois. Ah oui, on est ravis, on avait hâte de retrouver tous nos clients et de travailler comme on sait le faire et non pas en click and collect à distance, par téléphone, par mail. Non, c'est un vrai bonheur. Les enfants sont soulagés de retrouver les jouets, mais les plus grands aussi pensent à leurs cadeaux. C'est le cas avec la maroquinerie. Je vais vous le mettre directement dans le sac. Il y a beaucoup de cadeaux de Noël. Je crois que depuis ce matin, j'ai dû faire à peu près du 80% en effet de cadeaux. Il y a quelques anniversaires aussi qui sont passés un peu à la trappe pendant le confinement, donc les gens se rattrapent. Mais en effet, beaucoup de cadeaux de Noël. Depuis ce week-end, une jauge d'un client pour 8 mètres carrés et le respect des gestes barrières sont donc obligatoires dans les magasins. D'où le fait qu'on ait pas mal de clients qui attendent dehors, forcément, par rapport à d'autres années où on pouvait être 40 personnes en magasin, là on peut pas. Le gel est très important chez nous, parce que c'est vrai que souvent les clients touchent les sacs à main, ce qui est normal. Donc on essaye de faire le plus attention possible. Quelques files d'attente prennent place sur les trottoirs du centre-ville stéphanois. Pour les consommateurs, c'est largement compréhensible. C'est comme ça, on patiente et puis c'est le plaisir de pouvoir ressortir, donc on est content. Donc c'est pas grave, on attendra un petit peu, on fera preuve de patience. À Saint-Étienne, les commerçants ont l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 21h les soirs et aussi tous les dimanches jusqu'aux fêtes de fin d'année. Nous partons dans les Yvelines maintenant. Vous le savez, un certain nombre de marchés de Noël n'auront pas lieu. Alors là-bas, des créatrices de Saint-Quentin ont trouvé une alternative. Elles proposent leurs produits en ligne via un marché de Noël virtuel. Justine Brasier pour la chaîne TV78 est allée à leur rencontre. Regardez ça. Un marché de Noël virtuel pour pallier l'absence d'exposants cette année. Des créatrices de Saint-Quentin en Yvelines se sont réunies par le biais d'un groupe Facebook pour vendre leurs produits. Une idée à l'initiative de cette créatrice. Dans la mesure où tous les marchés s'annulaient les uns après les autres, il a fallu trouver un moyen de se faire connaître, de profiter un petit peu de cette opportunité pour vendre nos créations sur un autre biais comme les réseaux sociaux par exemple. La création du groupe Facebook date du 7 novembre dernier. Chacune y va de sa publication pour présenter ses créations. J'ai un stock que je prends en photo, donc ça fait une base pour que les clientes se rendent compte de ce dont il s'agit. Et puis après, deux options. Soit en fait les clientes ont vu ce qu'il y avait en stock, la trousse par exemple, et du coup elles décident d'acheter celle-là. Donc du coup elles m'envoient un petit message. Soit elles me disent j'aime bien, mais est-ce que vous l'avez dans une autre couleur? À moi de coudre en fait pour rester dans les délais de Noël qui se rapprochent. Au total, 8 créatrices font partie du marché de Noël virtuel. Au catalogue, création textile, peinture ou encore zéro déchet. Une initiative locale dans le domaine de la création artisanale. Nous, notre cible souhaitée, c'est vraiment la clientèle de proximité, de faire fonctionner le bouche à oreille et puis de proposer des produits qui sont plus locales que ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, on est toutes de Saint-Quentin en Yvelines, Montigny, Guyancourt, voisins, donc c'est vraiment du fait main, c'est du local, c'est de l'artisanat.
Le marché de Noël virtuel des créatrices de Saint-Quentin en Yvelines a déjà attiré plus de 700 personnes. Nous partons en Bretagne maintenant, où une commune d'Ille-et-Vilaine fait face à un pic et recrute pour les achats de Noël. La filiale de la Poste bénéficie de l'effet de confinement. Tous les détails avec les équipes de TVR sur place à Rennes. Les chiffres sont impressionnants. Ici, 180 000 colis sont traités en moyenne chaque jour, 6 jours sur 7. 30% de colis en plus que l'an dernier, à la même période. On le sait, la crise sanitaire a accéléré le développement du e-commerce, un développement auquel était préparé le groupe. Donc suite à nos investissements, on était prêts sur les 4-5 ans qui allaient arriver. Là, le confinement a fait changer les modes de consommation de nos clients. Donc on voit que les clients qui se sont habitués à faire du e-commerce ne font pas marche arrière. Donc continue, donc on voit que malgré, même avec la fin du premier confinement, on a continué à avoir nos 30% de croissance qui devait se faire sur plusieurs années. Donc en 2020, on a eu une croissance qu'on attendait sur 2, 3, 4 ans. À l'approche des fêtes de fin d'année, la Poste devrait atteindre des records d'activité. Alors pour faire face, le groupe a décidé de recruter à Rennes 250 intérimaires. On doit tourner à 100-150 intérimaires, on en attend encore une centaine. On a toujours une partie avec lesquelles on travaille toute l'année, mais sur la fin d'année, on va recruter encore du monde. À raison de 10 000 colis traités par heure, vers 440 destinations, le site d'Ureux se prépare à un pic le 15 décembre de 245 000 colis traités par jour. Des boîtes de Noël pour les sans-abri, une belle et jolie initiative d'une Amiénoise qui est née sur les réseaux sociaux pour les fêtes de fin d'année. Il suffit de remplir une boîte à chaussures avec des produits de première nécessité et Sandra Joly, c'est son nom, s'engage à les récupérer pour les donner à une association d'aide aux sans-abri. C'est un succès, les précisions d'Aléine Bollaert pour WEO Télé, la chaîne de la Voix du Nord. Marie est une habituée des actions de solidarité et cette année, elle a décidé de participer à l'opération des boîtes de Noël pour les sans-abri. Elle en a déjà confectionné 2, une pour un homme et une pour une femme, et sa 3e sera destinée à un chien. Je pense que ça va donner un peu de baume au cœur à ces personnes-là. Un petit peu de confort, un petit peu de gaieté, un petit mot dedans qui fait plaisir, pour voir qu'ils ne sont pas oubliés. Bonjour. Voilà, pour un petit toutou. Pour un petit toutou. À la réception de la boîte, on retrouve Ingrid, adjointe à la mairie de Longo, transformée en point de collecte pour ces boîtes de Noël solidaires. Vous avez du shampoing, une brosse à dents, un gilet pour le chaud et puis quelque chose à manger. L'idée est donc de mettre dans une boîte à chaussures des produits de première nécessité pour les plus démunis. Et après 2 semaines de mise en place, le succès est au rendez-vous. De voir qu'il y a autant d'élan de solidarité, c'est motivant aussi. Il y a une entraide qui existe réellement dans des périodes comme celle-ci. En fait. À l'origine de cette initiative dans la Somme, Sandra Joly. Au départ, elle voulait simplement emmener avec elle quelques amis, mais très vite, le groupe qu'elle a créé sur les réseaux sociaux a pris de l'ampleur. 200 membres en 2 heures et aujourd'hui, ils sont plus de 2000. C'est incroyable. Vu l'élan que ça a pris, je pense que voilà, je me dois maintenant d'aller au bout. Je me sens un peu investie d'une mission et du coup, je suis très fière d'y participer. On a décidé là de donner un autre sens aux lettres SDF et donc ce serait pour nous en ce moment plutôt servir, donner et fédérer. Près de 700 boîtes ont déjà été récoltées via les 12 points de collecte officiels. Les Marottes amiénoises et d'autres associations prendront ensuite le relais pour la distribution. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour confectionner votre boîte de Noël. Et si nous donnions une deuxième vie aux jouets de nos enfants? C'est l'esprit de ce concept innovant de location d'une box à jouets. Si nécessaire, ils seront nettoyés méthodiquement par des personnes en situation de handicap à Pêche-Beaunieu, près de Toulouse. Une belle façon de soutenir aussi l'économie locale. Un reportage de nos confrères de Via Occitanie sur place. C'est un peu Noël avant l'heure pour Géraud. Oh, regarde. Aujourd'hui, il reçoit une nouvelle box remplie de jouets adaptés à son âge. Un concept innovant qui permet de les échanger au bout de quelques mois, d'éveiller l'enfant et surtout de ne rien jeter. Je préfère avoir des jouets qui servent un temps à Géraud et qui serviront un autre temps à d'autres enfants qui auront une vie complète du début à la fin, qu'un jeu qui va servir un mois et qui va finir dans un grenier et qui sortira peut-être 10-20 ans plus tard pour finir dans une poubelle. Est-ce que la dernière box vous a plu et a plu à Géraud ? Ah oui, déjà, il a déjà commencé à jouer avec. L'idée est donc de redonner vie aux jouets en bois ou en tissu grâce à ces box allant de la naissance jusqu'à 4 ans et qui évoluent en fonction des besoins de l'enfant. Ce qui nous anime, c'est le côté famille, enfance, mais aussi le côté écologie du projet.
puisqu'il y a un gaspillage énorme dans l'industrie du jouet. Il y a un jouet qui est jeté chaque seconde, on n'a pas de filière de recyclage. Il y a énormément aussi de cadeaux qui se font et c'est parfois difficile de faire respecter ses choix. Donc voilà, la box, c'est vraiment une box pour les enfants avec les jouets, mais aussi pour les parents qui peuvent lire les fiches pédagogiques et qui peuvent se décharger de toute la partie recherche de jouets, achat. Avant chaque envoi, les jouets sont examinés, réparés si besoin et nettoyés méthodiquement par des personnes en situation de handicap à l'établissement de services d'aide par le travail de Pêche-Beaunieu près de Toulouse. Une belle façon de soutenir l'économie locale et de favoriser la réinsertion professionnelle. Là, on a quelque chose d'un jouet, on a une participation à une activité, je dirais, solidaire. On est dans une démarche éco-responsable. Et donc, pour les travailleurs, c'est aussi important, comme pour nous, d'être inscrits dans ce qui est attendu et dans ce vers quoi doit aller notre société à l'heure actuelle. Une nouvelle box tribu pour les familles nombreuses est maintenant disponible. Comptez environ 40 € par box et par mois à commander sur Internet. De quoi faire rêver vos petits anges pour les fêtes. Une belle initiative maintenant qui nous vient des Vosges pour rompre la solitude des personnes âgées pendant ces confinements. Eh bien, le maire de Lavillines-du-Houx a eu l'idée avec son équipe municipale de leur prêter des tablettes numériques pour faire des visioconférences avec leurs proches. Le village a acheté 3 tablettes. Les habitants volontaires ont tous plus de 80 ans, comme Madi, devenue une geek sur le tard. Vous allez le voir, un véritable bonheur pour elle. Un reportage de nos confrères de Via Vosges sur place. Madi! Entrez! Bonjour Madi! Bonjour, monsieur le maire! Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, je fais le tour. Oui. Je viens voir si tout va bien. Lorsque le maire du village de Lavillines-du-Houx près de Bruyères rend visite à Madi, 86 ans, c'est par affection, mais aussi pour s'assurer qu'elle maîtrise la tablette que la commune lui a confiée pour faire des visioconférences avec sa famille pendant le confinement. Madi hésite encore un peu, mais elle a vaincu ses peurs et en quelques clics, elle appelle tous les jours sa fille. Allô? Allô? Bon, bonjour maman, tu utilises la tablette, c'est super. Ben oui, hein, il faut bien. On fait comme les jeunes, nous, maintenant. À notre âge, on rajeunit. Je ne savais pas ce que c'était, ni rien du tout. Puis, comme moi, j'ai jamais été beaucoup, ni à l'école, ni rien, j'ai jamais... On n'allait pas à l'école dans le temps, alors... À son âge, elle ne voulait pas au départ. Elle pensait que ça serait compliqué. Et en fait, maintenant, elle se débrouille très bien. Donc, il nous fallait une tablette qui soit facile d'utilisation, accessible partout, sur le village, qui est du réseau, parce que le principe de cette tablette, c'est comme un téléphone, ça fonctionne avec une carte SIM. Le maire a trouvé une façon originale de rompre la solitude. Il s'est inspiré des tablettes utilisées dans les EHPAD et pour 500 €, la commune en a acheté 3, confiées à des volontaires. Jusque-là, Madi téléphonait à ses proches, mais les voir, c'est beaucoup mieux. Elle a l'impression justement qu'on est près d'elle et... c'est super, quoi. Ah ben j'appelle des fois mon fils, Philippe, Alain, et puis Monique. Puis des fois les petits-enfants aussi. Je suis heureuse. Et le maire est allé plus loin, il a mis en place des astreintes avec d'autres élus. Au niveau du conseil municipal, on a créé 3 groupes. Le groupe qui donne des appels téléphoniques aux personnes âgées, un groupe qui fait les courses, et puis éventuellement un autre groupe de conseillers municipaux qui peuvent faire du petit dépannage, une chaudière qui s'arrête ou autre. À la fin du confinement, la commune récupérera les tablettes pour des cours d'informatique. Madi, elle est devenue une geek sur le tard, et selon le maire, un autre villageois de 92 ans voudrait bien s'y mettre. On se rappelle ce soir. Allez, gros bisous, hein. C'est la rubrique Éco-Région dans ce JT. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un fléau, lutter contre la prolifération de bouteilles en plastique, véritable catastrophe pour notre environnement. Michel Picot, bonjour. Cela nous concerne tous, mais une PME a développé de son côté une solution originale avec succès. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Le saviez-vous, chaque jour, en France, nous jetons 25 millions de bouteilles d'eau en plastique et un peu plus de la moitié seulement est recyclée. Le meilleur déchet reste le zéro déchet, vous me direz. C'est le défi de la PME Castali. Elle a mis au point des fontaines design qui permettent de microfiltrer et purifier l'eau du robinet. Essentiellement installées dans les entreprises, les cafés, les restaurants, les hôtels, les fontaines Castali permettent d'obtenir de l'eau plate ou gazeuse et ont permis en 2019 d'économiser 24
24 millions de bouteilles. 24 millions de bouteilles qui ne sont pas allées à la poubelle, car le principe de Castalli, au-delà de l'eau microfiltrée, eh bien, c'est d'avoir sa propre bouteille en verre personnalisable. Et le concept marche, plus de 2500 fontaines installées, utilisées par 2 millions de consommateurs et un objectif affiché, atteindre les 100 millions de bouteilles plastiques économisées en 2021. Thibault Lamarque a eu cette idée, déprimé par l'omniprésence des bouteilles d'eau en plastique qui détruisent notre planète. C'est lui qui a développé ces fontaines nouvelle génération. Et pendant le premier confinement, Castalli a levé 13,5 millions d'euros pour assurer son développement vers les particuliers. Va-t-on vers la fin des bouteilles en plastique? C'est l'affaire de tous. Merci Michel Picot, rendez-vous dans un prochain JT des Territoires, bien sûr. Nous nous rendons en Corse maintenant, où l'intercommunalité de Calvi-Balagne a lancé cette semaine une initiative de réduction de déchets. Elle le présentait pour la première fois à l'école maternelle de Cardelu de Calvi avec la mise en place d'un composteur partagé. Voici tous les détails avec ce reportage de Via Paese sur place en Corse. Cette semaine européenne de réduction des déchets qui a lieu tous les ans était maintenue. On a décidé de maintenir nous aussi nos actions dans la mesure du possible. Là, on installe un composteur partagé pour apprendre aux enfants le devenir en fait de leurs biodéchets, comment on fait du compost et comment leur peau de banane, par exemple, peut se transformer en terreau. On a aussi d'autres actions comme Ici commence la mer, où on va poser des plaques sur 6 bouches d'égout de la commune de Calvi. Ces bouches d'égout seront destinées aux passants. L'inscription que l'on va apposer dessus sera Ici commence la mer, pour dire aux gens, mais voilà, si vous jetez dans une bouche d'égout un mégot de cigarette, un déchet quelconque, il va finir à un moment donné en mer. Et vu l'état de nos océans ces dernières années, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le tri, c'est l'affaire des petits et grands. Exactement, tous les publics doivent être sensibilisés, tout le monde est concerné. La crise des déchets est encore bien présente. Donc voilà, on essaye en tout cas de toucher vraiment, de sensibiliser tout le monde. Quels sont les outils pour expliquer le compostage aux enfants? On a commencé par le tri, à dire exactement ce qu'il fallait mettre dans les poubelles jaunes, ce qu'il fallait mettre dans les poubelles grises ou noires, les poubelles bleues. Là, on est en train de franchir un autre cap puisqu'on installe un composteur à l'école Cardel. Les enfants apprennent davantage lorsqu'ils sont acteurs de l'action qui est menée. Quand on jette les déchets de la cantine, on leur indique où les jeter et petit à petit, ils se rendent compte que leur action aboutissent à un résultat qui est le compost. On peut espérer justement qu'en leur apprenant tout petit ces gestes-là, on puisse dans le futur avoir des adultes responsables. C'est de leur planète qu'on est en train de parler, la nôtre, mais surtout de la leur et des futures générations. Et il est vraiment très important justement de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Voilà, tout ce qu'ils vont apprendre là, ils n'oublieront pas. Nous partons au Mans maintenant pour l'improbable aventure d'une écurie automobile sartoise, l'écurie Zosch, une écurie qui se rendait au Portugal pour un meeting quand le camion qui transportait les 3 voitures a pris tout simplement feu sur l'autoroute. Donc tout a brûlé, mais l'équipe a quand même réussi à remporter la course et le championnat. Une histoire racontée par les équipes de LMTV Sarthe sur place, nos confrères. C'était il y a 15 jours, en descendant à Portimao. J'ai un de mes camions, un de mes ensembles qui a brûlé avec 3 voitures à l'intérieur. Il y avait une Ligier, donc une voiture comme celle-ci. Voilà, vous en avez 2 ici. Un incroyable coup du sort pour cette écurie sartoise. 3 voitures qui partent en fumée à 2 jours d'une course décisive pour le titre du championnat Ligier JS Cup. Préjudice total, 300 000 €. On est KO. Voilà, c'est un travail d'une saison qui réduit en cendres. Donc c'est compliqué. Voilà, le sentiment, il est compliqué. On est tous un petit peu sous le choc, c'est ça. Pourtant, l'espoir revient très vite. 2 amis proposent de descendre une autre voiture jusqu'à Portimao, au Portugal. 1800 km à faire le plus vite possible pour pouvoir espérer participer aux essais. Quand on descend le lendemain matin en disant écoutez les gars, on a peut-être une solution et on va nous descendre une voiture pour pouvoir continuer le championnat, là il y a beaucoup d'espoir qui renaît. Et puis au moment de la course, incroyable revirement de situation, Zosch remporte la première place de l'étape et du championnat. On a engagé donc 3 voitures sur ce dernier meeting et on fait premier, deuxième, troisième. Ça c'était une vraie explosion de joie quand le drapeau damier s'est baissé sur nous, quoi. Un coup de malchance qui finit bien donc, l'assurance devrait couvrir la plupart des dommages. Ne reste plus qu'à préparer la prochaine saison et à racheter 3 voitures.
Nous ne pouvions pas passer à côté de cette initiative amusante d'un vigneron girondin tourné par nos confrères de TV7 à Bordeaux. La crise que nous vivons a donné à ce viticulteur une idée. Il a décidé de surfer avec humour sur cette crise et cette pandémie pour rendre l'un de ses vins beaucoup plus attractif. Son nom, le test Covid. À consommer bien sûr avec modération. Regardez ce reportage des équipes de TV7. Face à la demande, Jean-Christophe Moreau réétiquette des flacons de son test Covid. Il ne se trouve pas en pharmacie, mais chez certains cavistes, il prend la forme d'une bouteille de 75 centilitres d'une cuvée bio éphémère de la chapelle Bérard, située à Saint-Quentin de Caplon en Gironde. Le mode d'emploi est simple, il s'appuie sur l'un des symptômes de la Covid, la perte d'odorat et de goût. Si après s'être servi un verre de ce vin, le consommateur ne ressent rien, ni au nez ni en bouche, alors il est touché par le virus. Cette idée à l'humour décalé est née dans la tête de ce vigneron et de ses collaborateurs il y a quelques semaines, avec un constat, les vins de Bordeaux doivent être plus attractifs pour conquérir de nouveaux consommateurs et surmonter la crise commerciale qu'ils traversent. Et pour ce vigneron, la transgression est certainement l'une des méthodes les plus efficaces pour y arriver. Alors la question, c'est de savoir si on fait de la transgression pour de la transgression ou si on fait quelque chose qui sort des sentiers battus pour être en phase avec l'attente des clients. C'est une manière d'aborder le monde du vin sous un angle tout à fait nouveau et je trouve ça très rafraîchissant. D'ailleurs, avec ce test Covid, Jean-Christophe Moreau n'en est pas à son premier coup d'essai, il en a même fait son fonds de commerce. Depuis 4 ans maintenant, il applique ce concept à toute une partie de sa gamme de vins. Souvent, dans ces visuels-là, on a des produits qui sont tous dans les sbroufs. L'idée, c'est jamais compliqué de vendre la première bouteille, c'est la deuxième qui nous intéresse. Et la deuxième, le second achat se fait toujours par le contenu de la bouteille. Pour ce vigneron, ces cuvées à l'étiquette transgressive n'ont pas d'autre but que d'attirer de nouveaux consommateurs en collant à leurs attentes. Il s'agit ensuite de les aiguiller vers des vins plus élaborés et plus complexes. En attendant, la cuvée test Covid a été tirée à 3800 bouteilles. Elle s'est vendue en France mais aussi en Belgique. Face au succès commercial rencontré, Jean-Christophe Moreau envisage de créer une seconde cuvée test Covid version 2.0 dans les semaines à venir. Elle devrait mettre à l'honneur cette fois-ci un vin monocépage. Je vous le disais dans les titres, les Monégasques n'ont pas pu se rendre sur la place du Palais cette année et manifester leur affection à la famille princière à l'occasion des fêtes nationales à cause de la crise du coronavirus, bien sûr. Tout de même un résumé de cette fête nationale un peu particulière avec Christinda Thomel de Monaco Info sur place. Pour ouvrir les festivités, le souverain accompagné de son épouse, la princesse Charlène, et d'une partie des membres de sa famille a assisté à une messe d'action de grâce à la cathédrale de Monaco. Cette année, seulement 400 personnes, distanciées et masquées, pouvaient participer à ce Tédéum présidé par Monseigneur Dominique-Marie David. Il s'agissait d'ailleurs de la première fête nationale pour l'archevêque de Monaco. Sachez que je suis personnellement honoré, profondément heureux et touché de vivre pour la première fois cet événement. À noter également que le nouveau ministre d'État, Pierre Dartout, participait lui aussi pour la première fois à cette fête nationale. Comme les années précédentes, la prise d'armes a été donnée dans la cour d'honneur du Palais Princier. Après que l'hymne national de la principauté ait retenti, le prince souverain a passé en revue les troupes et a salué l'étendard sous le regard bienveillant de la princesse Charlène et de ses enfants. Pour l'occasion, le petit prince Jacques était habillé comme son papa en tenue de carabinier. Le prince Albert II a remis les galons aux militaires de la force publique promus en 2020 à 11 sapeurs-pompiers et 16 carabiniers avant de remettre les insignes de chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, le prince Albert II a ensuite remis l'ordre de Grimaldi, promotion Covid-19 à la Croix-Rouge monégasque en décorant son drapeau. 13 membres du personnel du Palais Princier ont ensuite reçu des mains du prince souverain la médaille d'honneur ou du travail pour service rendu. Une cérémonie qui s'est achevée avec la garde à l'étendard du prince souverain, un porte-étendard et sa garde composée de 5 carabiniers, dont 3 en tenue de papalin, marquaient les 150 ans de la compagnie des carabiniers du prince avec l'arrivée des militaires de l'armée pontificale de Rome, une commémoration qui marquait également les 15 années de règne du prince Albert II.
Et puis je signale cette édition spéciale du magazine Le Point, spéciale Marseille cette semaine. Une édition coordonnée par Audrey Emery et Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef du service politique du Point, avec notamment un papier politique sur le dernier coup de Jean-Claude Gaudin, le dernier coup politique de l'ancien maire de Marseille, mais également qui dirige vraiment Marseille avec cette nouvelle équipe municipale. Des articles également plus proches de l'art de vivre des Bouches-du-Rhône, avec 5 restos click and collect de la capitale des Bouches-du-Rhône. Et puis pas de printemps pour le printemps, vous le verrez, donc dans cette édition spéciale Marseille du magazine Le Point cette semaine. Voilà, fin du Grand JT des Territoires. Merci de l'avoir suivi sur vos chaînes régionales et locales et sur TV5 Monde. Et rendez-vous évidemment dans une prochaine édition. Au revoir à tous, merci.